J'ai envie de me lancer, mais ce qui peut bloquer, c'est la sensation continuelle de l'échec. J'ai envie de me lancer, mais je n'ose pas parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes talentueuses. J'ai envie de me lancer, mais je vois l'inquiétude dans les yeux de mes parents. Ce sont les peurs et les inquiétudes que vous, les internautes, vous me savez envoyer pour que nous puissions construire le film documentaire Behind the Dream, derrière le rêve. Le film qui parle de la réalité sur le basculement entre la vie salariée et la vie de freelance créatif. Bienvenue à l'épisode bonus de Behind the Dream. Salut, ici Anne du montage. Avant de vous laisser profiter de cette vidéo, je voudrais juste vous apporter 3 précisions importantes pour clarifier un peu le contexte de cette vidéo. Premièrement, le format. Si vous avez suivi notre docu Behind the Dream, dont le premier épisode est sorti le 5 avril 2026, vous savez que les épisodes sont volontairement courts, environ 10 minutes chacun. Et pour tenir ce timing, nous avons dû condenser les interventions de nos experts. C'est précisément pour cette raison que les épisodes bonus existent, c'est pour vous proposer la version intégrale de leurs réflexions et analyses regroupées par organisme. Deuxièmement, l'équipe au complet. Pour les prochains bonus, vous verrez généralement qu'un seul expert à la fois. Mais pour ce premier épisode très spécial, nous avons eu la chance de réunir autour de la table tout le personnel de la coursive. Vous remarquerez que j'ai parfois mélangé les passages d'interview de la directrice de la coursive, Bénédicte, tout seul, tournés pour le docu, avec les échanges collectifs pour enrichir les propos. Et les questions abordées dans cet épisode sont celles que vous nous avez posées il y a 2 ans dans un formulaire. Merci encore pour votre confiance. Et troisièmement, une mise à jour importante. Depuis le tournage de cette vidéo, la situation de la coursive a malheureusement évolué. L'année dernière, la structure a été contrainte de licencier tous ses salariés et la coursive repose désormais sur l'engagement des bénévoles. Donc, les personnes formidables que vous allez voir à l'écran dans cette vidéo ne travaillent plus à la coursive aujourd'hui. Cependant, leurs conseils sont totalement intemporels. Et moi, en tant qu'illustratrice indépendante, replonger dans ces propos durant le montage continue de me rassurer et m'apporte encore aujourd'hui des pistes très concrètes sur mon métier. Ah, et dernière chose, si vous m'entendez dire film documentaire au lieu de série docu-fiction, c'est tout simplement parce que je m'en mêle un peu les pinceaux. Et oui, je suis bien consciente de mon niveau de français bancal. Désolée. Bon visionnage. Ce matin même, nous avons tourné l'interview avec Bénédicte, la directrice de la coursive, pour intégrer dans le documentaire. Et cet après-midi, on est dans un mode beaucoup plus différent, beaucoup plus chill avec l'équipe de la coursive. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Moi, je m'appelle Jérômine et je suis, chargée de communication et d'animation, pour la coursive. Moi, c'est Randy, je suis chargé de projet à la Concive. Moi, c'est Claire et je suis chargée d'accompagnement des créateurs et de coopération. Et je suis Bénédicte et je suis directrice de la Concive. Nous avons la chance d'être dans les locaux de la coursive aujourd'hui. Et là, dans le bowl qui est juste devant l'équipe de la coursive, il y a des questions qui vont vous aider à surmonter vos peurs et vos inquiétudes. Donc, je vais vous inviter chacun à votre tour de piocher une question et je vais vous laisser répondre à la question, donner les conseils ou partager ce que vous avez à dire pour la personne qui a posé la question. Je lance. Ouais, je commence. Je le dis. Comment construire efficacement une communauté créative sans se sentir submergé? Intéressant comme question. Je pense que c'est une question qui est spécifique au métier artistique et culturel parce qu'on a cette notion de visibilité, de partage qui est très propre au métier créatif et artistique qui peut ne pas se retrouver dans d'autres types de métiers plus classiques, par exemple avocat ou je ne sais pas, infirmière libérale, je suppose.
Qu'en pensez-vous? Comment construire efficacement une communauté créative? Surtout sans se sentir submergé. Oui, submergé par quoi du coup? Ça serait submergé par quoi? Bah, moi, ça me fait penser directement un peu aux réseaux sociaux et à montrer ce qu'on fait. Et montrer ce qu'on fait, ça veut dire créer du contenu. Et en fait, je pense que rapidement, on peut se sentir submergé parce que on se dit qu'on doit poster très régulièrement du contenu. Et j'imagine qu'à un moment donné, en fait, peut-être on ne sait plus quoi poster. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir submergé par ah, je dois absolument poster quelque chose pour que ma communauté suive, pour que j'ai toujours de plus en plus de likes, de gens qui me suivent. Et c'est peut-être ça qui peut, je sais pas, prendre beaucoup de place en fait dans le. Et alors du coup, comment construire cette communauté efficacement sans vivre ça? Bah, ce qui compte, a priori, dans la construction d'une communauté, c'est le temps long, c'est la régularité sur un temps long. Et du coup, je pense, c'est peut-être, prendre un peu de du recul par rapport à ce qu'on peut entendre de: «Il faut faire, minimum, je sais pas, 5 publications par semaine, pour être bien dans l'algorithme», ce genre de choses, et peut-être prendre du recul par rapport à ça et se dire essayer de se fixer un objectif, mais tout en se disant: «C'est pas grave si sur une semaine, j'ai moins de temps pour créer du contenu, ce qui compte, c'est, de le faire, tout au long de l'année, quoi». Et puis peut-être se fixer des moments aussi, puisque c'est vite chronophage, je pense, et on y reste vite longtemps. Donc peut-être se fixer des temps, soit dans la journée, soit dans la semaine, soit sur un plus long laps de temps. Et pardon. Mais non, je t'en prie. Pour compléter ce que disait Claire, pour aller un peu plus loin que juste l'histoire de la communauté, globalement, effectivement, quand on est à son compte, c'est pas évident de gérer son temps parce qu'on doit tout faire en même temps, on doit tout mener de front. Et le fait d'avoir dans la semaine des demi-journées, par exemple, dédiées à telle ou telle tâche, une demi-journée dédiée à la prospection, une demi-journée dédiée à la gestion administrative, une demi-journée dédiée aux réseaux sociaux, ça permet de calibrer un peu et peut-être ne pas être submergé, justement. Je voulais dire Claire, Et je pense qu'il faut faire des breaks des fois. À un moment donné, quand on sent que, je sais pas, on a un manque de créativité ou d'idées, je pense qu'il faut faire un break, prendre quelques jours et voilà, je sais pas, se laisser le temps en fait de recommencer, de retrouver les idées, des choses comme ça. Ouais, intéressant. Et en fait, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très courant chez les introvertis aussi, parce que chez les créatifs et les artistes, il y a beaucoup d'introvertis. Euh, et comme on vit dans cette ère de réseaux sociaux et tout, on se sent un petit peu obligé à utiliser les réseaux sociaux, à suivre les codes des réseaux sociaux qui sont plus, j'ai l'impression qui sont plus adaptés aux extravertis. Donc là, aujourd'hui, derrière notre caméra, il y a Joséphine qui est notre assistante réalisatrice et co-autrice du film Behind the Film. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, elle est une experte en communication et comme introvertie pour les introvertis. Donc je pense que c'est une problématique qu'elle doit voir et elle doit rencontrer tous les jours. Est-ce que vous avez un conseil ou bien un mot pour rassurer les introvertis créatifs? bah, je pense que quand on parle de communauté, Géraud avait raison de parler des réseaux sociaux, mais il y a aussi la communauté de ses proches. Et je pense que pour créer cette communauté, justement, c'est bien de commencer par ses proches et de faire des cercles concentriques. En fait, de s'appuyer sur un réseau sur lequel on sait qu'on peut compter. Et puis après, le bouche à oreille fait que on va comme tisser une toile à partir des gens sur lesquels on peut compter et d'aller comme ça, au fur et à mesure, élargir cette communauté. Ça va être une piste. Intéressant. Je vais vous inviter à piocher deuxième question. Rose. Quelles astuces pour communiquer efficacement avec sa famille sur son projet entrepreneurial et les rassurer?
C'est vrai qu'on a beaucoup, ce cliché, sur les, artistes fauchés, sur les artistes, torturés, et sur les artistes perdus, mal compris. Je pense que, c'est quelque chose qui font peur et qui font grandir les appréhensions, chez, les proches, les, porteurs le projet créatif. Peut-être, qu'il faut bien expliquer son projet, mais en essayant d'en montrer soit le côté passionné, si c'est vraiment quelque chose de passionnel, soit, de à quel point on a travaillé sur ce projet, à quel point il tient à cœur et à quel point on le structure petit à petit avec, les gens, desquels on s'entoure dans ce cadre-là. Vraiment oui, dans un but de rassurer, heu et je pensais, peut-être même encore plus au niveau financier, puisque ça peut être pour la famille une inquiétude, de se dire: «Bah, voilà, comment ça va se passer, si tu deviens indépendant?» et tout ça, donc peut-être aussi sur la partie financière. C'est ce qui me vient. Absolument. Bah, puis, je sais pas, montrer que c'est, un projet réfléchi, que c'est une idée qu'on a en tête depuis, un certain temps, que l'on se documente sur, comment le créer, comment essayer de trouver justement une stabilité, enfin, en gros, voilà, montrer que c'est un projet sérieux et pas juste une passion. Enfin, Et une passion en quelque chose. oui, mais aussi, peut-être avec des exemples de gens qui ont fait la même chose et Oui, qui c'est ont vrai. réussi. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux proches et aux familles des porteurs de projets qui ont envie de se lancer dans les secteurs artistiques et créatifs, et qui ont souvent en tête des vieux clichés, qui confondent un peu métier, passion, hobby. J'ai envie de leur dire que c'est un vrai métier qui demande des compétences, qui demande des savoir-faire. Et surtout, pour le coup, pour en accompagner depuis quand même de nombreuses années, c'est aussi un métier qui peut être tout à fait rémunérateur. Il y a plein de professions, comme, graphiste, comme illustrateur, voilà, qui sont de réels métiers, qui peuvent être aussi des passions ou des hobbies, mais qui sont des métiers, dont on peut vivre, et même, vivre très bien, confortablement, qui sont rémunérateurs et qui constituent, un métier au même titre que menuisier ou prof. Après, mais je pense que ça peut, enfin, cette réponse, elle peut valoir pour toutes les questions, concernant les inquiétudes. Heu, c'est en fait, se faire accompagner. Il existe en France tout un réseau de structures, dédiées à l'accompagnement et on a d'autant plus de chances de réussir son projet qu'on est bien accompagné. À la Coursive, donc c'est une association qui existe depuis, maintenant 14 ans. Ça fait donc, 14 ans qu'on accompagne des acteurs culturels et créatifs, à monter et à pérenniser leurs projets. Donc on commence à avoir quand même du recul et une bonne expérience de cet accompagnement et on a observé que, une des peurs, des acteurs culturels et créatifs, heu et peut-être une méconnaissance aussi, c'est qu'ils n'osent pas forcément, se tourner vers les réseaux classiques de l'accompagnement, parce qu'ils ne les connaissent pas ou parce que peut-être ils ont tendance à penser que, c'est réservé à d'autres métiers, plus «classiques» entre guillemets et voilà, ils ne bénéficient pas de tout cet accompagnement qui est à leur disposition et ça rejoint ce que disaient Claire et Randy, si on est accompagné, c'est structuré, il y a un suivi, on se lance pas bille en tête tout seul. On bénéficie, au-delà de conseils aussi d'un réseau, de gens qui peuvent avoir fait la même démarche, quelque temps auparavant et qui peuvent, te dire: «Bah, attention, à ces pièges-là, moi j'ai fait comme ça a marché». Et du coup, si on est accompagné, on n'est pas tout seul dans son coin à se poser des questions et je pense que outre pour soi, c'est aussi rassurant pour l'entourage. Donc Bénédicte, tu viens de parler de l'accompagnant. Heu, Être bien accompagné, c'est très important pour, bien pérenniser son parcours, quatre couleurs, que ce soit dans les métiers créatifs ou aussi dans d'autres métiers d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un profil type de, d'entrepreneur que vous, à la Boursiff, vous, vous accueillez, dans l'année? Mmh.
Moi, je dirais qu'il y a pas de profil type. Il y a des jeunes diplômés, il y a des gens en recherche d'emploi, il y a des gens en reconversion professionnelle. Ça peut être aussi des gens ont des structures d'ailleurs, mais qui ont déjà lancé leur activité quelque temps auparavant et puis qui se retrouvent à buter sur une question en particulier. Ou des gens qui viennent de déménager à Dijon et puis qui ont besoin de faire leur réseau, localement. Je sais pas si vous voulez compléter, mais non, je dirais pas qu'il y a de profil type. Est-ce que vous avez les souvenirs des projets que vous avez trouvé super chouettes, que vous avez accompagnés? Le tien, c'est vrai. Heu, alors on l'a pas accompagné tout seul, hein, mais un projet, qu'on continue d'accompagner, ici en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la création d'une ressourcerie artistique et culturelle. Nous, on travaille depuis quelques années sur la question de la transformation écologique du secteur culturel et créatif et on a rencontré, alors qu'on travaillait déjà cette question-là, un porteur de projet qui avait envie de monter une ressourcerie sur le territoire donc voilà, c'est en train de se faire. On espère que ça va se concrétiser, l'année prochaine et voilà, ça, c'est un chouette projet. L'association s'appelle Encore. Pour nous, dans les métiers, créatifs, il y a effectivement la cuisine, la gastronomie, ça en fait partie. Mais du coup, je peux te laisser, bah, non, 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 c'est toi qui as eu l'idée. Oh, vas-y. C'est toi qui Euh, pas me plus. Mohamed, enfin, Mohamed et sa femme, Rouba, c'est deux personnes qui ont suivi une formation qui s'appelle Tour de main, qu'on a mis en place à la Coursive depuis 2022. 22. C'est une formation de quelques jours qui accompagne les porteurs de projets ou les gens déjà en activité dans le domaine de la restauration. Et Mohamed et Rouba ont suivi cette formation et maintenant sont en train de monter leur entreprise, leur restaurant. Ils cherchent un local, un endroit pour monter leur restaurant syrien. Et on les suit depuis l'année dernière. Et le projet avance bien. Et là, on en est à l'étape recherche de local. On a commencé à les aider à faire des éléments de communication. Et c'est super chouette de voir. Puis ils font déjà des prestations. Ils font dans Voilà, un quelques traiteur. prestations, Pour l'instant, ils n'ont pas leur restaurant, mais du coup, ils font déjà des prestations traiteurs. Et ça nous est arrivé de faire appel à eux. Voilà. Ah ça, c'est vrai que c'est super chouette de voir l'aboutissement de projets qu'on a accompagnés et de voir se concrétiser et on a hâte d'aller manger dans leur restaurant. Puis la confiance aussi, moi, c'est ça qui me touche dans l'histoire de Mohamed. Alors, c'est pas moi qui l'ai accompagné au départ, parce que moi, je suis là que pour remplacer quelqu'un. Mais c'est qu'il revient régulièrement dès qu'il a une question, dès qu'il a un souci, parce que je pense qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée en fait, avec la coursive. Donc, ça, c'est une belle histoire, je trouve. Donc, j'espère pour Mohamed et ouais, pour qu'il puisse trouver rapidement le local parfait pour son futur restaurant. Et on espère que la ressourcerie encore verra le jour l'année prochaine, comme prévu. Je vous laisse passer à la question suivante. Bah, vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Vers l'espoir. Alors, comment évaluer et mettre en avant la valeur de son travail dans un marché qui semble être saturé? J'ai l'impression que c'est une question que beaucoup de gens se posent quand ils se disent que il y a déjà trop de photographes sur le marché. Est-ce qu'on a besoin d'un photographe en plus? Comment je peux concurrencer avec tous les photographes qui existent? Pareil pour un nouveau vidéaste, une nouvelle illustratrice, une nouvelle rédactrice web, par exemple. Je pense qu'il faut se faire confiance et se dire qu'on a, je sais pas, quelque chose de particulier, quelque chose qui nous différencie et en fait, garder ça en tête et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on n'est pas, monsieur ou madame, tout le monde qui fait aussi de la photo ou de la vidéo, je sais pas, moi, c'est ça qui me vient en tête. Oui, parce que ce que tu dis, ça me fait penser, par exemple, si tu prends
sur Instagram, les influenceurs, il y en a, des milliers, des millions, mais en fait, on va voir ceux dans lesquels on se retrouve et peut-être, un photographe, on va se retrouver dans son travail alors que quelqu'un d'autre, pas du tout. Je sais pas s'il y a de la place pour tout le monde, mais en tout cas, il y a de la place pour plaire à tout le monde, quoi. Oui, parce que, enfin, ton travail va pas résonner pareil chez moi, chez Véné, chez Randy, enfin et pour tous, c'est la même chose, donc Candy, tu veux compléter? Mmh, enfin, c'est surtout pour la mise en valeur, en fait, c'est euh, pas forcément essayer de copier des manières de présenter que peuvent avoir d'autres créateurs et essayer de le présenter de la manière qui nous vient en premier lieu, juste pour essayer d'être le plus sincère possible en fait dans la manière de présenter son travail. Parce que justement, si on est sincère, bah du coup, on montre vraiment ce qu'on est nous. Enfin, ça rejoint ce que tu disais. Donc voilà, on se différencie simplement, sans dire cliché. Merci l'équipe, pour, la réponse. Je vous propose de piocher la nouvelle question. Alors, comment un porteur de projet peut-il se préparer financièrement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que ça rejoint, ce que vous avez dit tout à l'heure sur, la peur de la part des proches et de la famille. C'est surtout sur, tout ce qui est, précarité, niveau financier. Et puis, c'est vrai que la peur sur tout ce qui est, l'argent et le côté financier, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les partages des internautes. Il y a beaucoup qui ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. mais justement, c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, c'est, heu, se préparer financièrement, déjà avoir une bonne connaissance de son budget personnel, savoir, précisément, nos charges, de quoi on a besoin, avoir vraiment une bonne connaissance de son budget à titre personnel. Pour moi, ça serait déjà la première chose à faire et puis après, Déné, tu diras mieux que moi, mais il y a toute l'histoire du business plan, quoi, donc bien, préparer. Vas-y, c'est moi mon truc. Mais bah, en fait, encore une fois, ça rejoint la question de l'accompagnement. Comme le disait Claire, effectivement, il faut faire un premier budget prévisionnel, en partant de, ce qu'on a envie ou besoin de gagner à la fin du mois, et en partant de là, de toutes les charges qu'on a et du coup, du chiffre d'affaires qu'on va devoir réaliser pour, pouvoir, se rémunérer, correctement, enfin, en tout cas, selon ce qu'on veut. Heu et après, c'est aussi se renseigner sur, toutes les aides qui existent parce qu'en fait, il existe, tout un tas d'aides à la création, heu, quand on est demandeur d'emploi, par exemple. Et effectivement, pas se lancer bille en tête en se disant, «Je lâche mon emploi, je démissionne et hop, je lance ma boîte». Mais assurer ses arrières, effectivement, quand on a déjà un complément de la part de Pôle emploi ou voilà, ou une allocation qui fait qu'on sait qu'on a un revenu régulier tous les mois. Ce qui peut permettre de développer petit à petit, son activité, lentement mais sûrement ou éventuellement, garder encore au début, une activité, alimentaire, à mi-temps, par exemple. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure que la part de l'activité, augmente, ben, on diminue la part de Hem, ou voilà, de l'activité complémentaire. Hem, voilà, préparer les choses quoi, anticiper, hem et ouais, faire son business plan en disant, voilà, j'ai peut-être cette allocation Pôle emploi, il y a cette aide dont je peux bénéficier parce que, bah, selon tel ou tel critère, j'habite dans un quartier où j'ai tel âge ou, enfin voilà, il y a plein de cas possibles. Heu Et puis, il y a les panières sécurisées. Alors, vous regarderez si vous voulez ou pas. Mais, il y a un système, moi, que je trouve, très bien, que tu connais d'ailleurs. Ah, mais je crois que tu es passé par là. Le système de la coopérative d'activité d'emploi, où en fait, on reste salarié de son activité.
enfin, on reste salarié de régime général et on est salarié sur sa propre activité. Donc, c'est très sécurisé parce que on augmente son salaire en fonction de son chiffre d'affaires. Et il n'y a pas des pics comme ça où un mois on fait un gros chiffre d'affaires et le mois d'après, c'est plus difficile. Donc, ça, c'est un système qui est vraiment bien. Et puis, effectivement, après, bah, si on est à son compte, par exemple, en tant que un- sur le mode entreprise individuelle, ben, si on a un mois où on a fait un gros chiffre d'affaires, essayer de lisser ça dans le temps. Se dire, bon, ben, je suis pas sûre que le mois prochain, ce sera la même chose. Donc, sécuriser en disant, je sais que là, j'ai à peu près 3 mois, ce qui me laisse autant de prospecter, de produire à nouveau, C'est vrai que c'est un sujet qui est primordial dans la pérennisation d'une activité, une activité entrepreneuriale, que ce soit créatif ou pas, mais que je trouve dommage qu'on nous enseigne pas quand on était encore à l'école. Il y a tellement de choses que j'ai l'impression que quand on est dans ce milieu, quand vous êtes accompagnateur, l'info peut sembler tellement évident, mais j'ai observé autour de moi, que ce soit chez mes porteurs de projets ou chez les salariés ou chez le grand public, on n'a pas du tout ces notions-là. Euh, euh, et même, par exemple, la coopérative, la CAE, c'est un modèle que j'ai découvert en venant ici, en parlant avec toi, Bénédicte, la première fois. Euh, Sinon, avant, je savais même pas que ça existait. Alors, le choix du statut, c'est toujours une question très, très épineuse. Et souvent, les porteurs de projets, les entrepreneurs, ils ont tendance à vouloir commencer par ça. Alors qu'en fait, la question du statut, elle arrive à la fin. On a déjà son idée. Et en fait, c'est comme une enveloppe ou un colis. On va pas choisir l'enveloppe ou le colis avant de savoir ce qu'on va mettre dedans. Donc, en revanche, une fois qu'on a déterminé son projet, on va pouvoir choisir la bonne enveloppe ou le bon colis adapté à son projet. Il y a certains porteurs de projets qui disent je suis micro-entrepreneur. Mais en fait, c'est comme si on disait je suis salarié. La micro-entreprise, c'est un régime, c'est pas un statut en plus, mais c'est uniquement un des statuts ou un des régimes parmi d'autres de l'entreprise individuelle. Il y en a plein d'autres. Et il peut ne pas être adapté du tout à son activité. C'est pour ça qu'il faut d'abord déterminer son activité et puis ensuite choisir son statut. Et parmi les autres possibilités qu'il y a, on peut être, quand on est créatif en tout cas, on peut être effectivement en micro-entreprise, mais on peut être aussi artiste-auteur, on peut être artisan, on peut être accueilli au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Donc il y a tout un tas de possibilités voilà, qui s'offrent à nous et qu'il faut choisir en fonction de son projet précis. Il y a une phrase qui est célèbre qui a fait rigoler Randy, c'est on ne naît pas. Tu t'y attendais? Non. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et c'est effectivement des choses qui s'apprennent en fait. C'est pas inné pour le coup. Et quand on se met à son compte, ben, c'est tous ces réflexes-là qu'on n'a pas quand on est salarié, parce qu'on n'a pas à se poser la question d'assurer soi-même son revenu. Donc, tu as raison, ce serait très très utile, même si finalement on se lance jamais d'ailleurs, mais c'est des acquis, je trouve, super importants. Donc, Jérôme, d'après ce que j'ai compris, tu es porteuse de projet aussi. Est-ce que tu as un mot à dire sur ce sujet? Euh, je pense, enfin moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment l'accompagnement parce qu'en fait, des fois, on a l'impression pas d'un peu tout savoir, mais en tout cas d'avoir des pistes. Et en fait, en rencontrant des gens, en rencontrant des structures d'accompagnement auxquelles on n'avait pas forcément pensé, on découvre des nouvelles opportunités, des nouvelles pistes de financement, des nouvelles possibilités. Et en fait, je pense que voilà, avant de se lancer, il faut aller rencontrer le plus de gens possible. Et en fait, on se rend compte que ça ouvre encore plus de portes, quoi. Et peut-être si je peux rajouter quelque chose, c'est que il faut se méfier aussi de son entourage ou de ses proches, parce que justement, c'est un métier.
Et quand on se lance, on va avoir des conseils, d'absolument partout, de gens dont c'est pas forcément le métier, qui vont pas être forcément de bons conseils. Ou faire peur. Ouais, c'est ça. Ou faire peur et heu et voilà. Il y a des structures dont c'est le métier, qui auront plus un regard extérieur. On ne sera pas dans l'affect et voilà, je pense que c'est vraiment super important, de se faire aider par des professionnels, quoi. Merci Bénédicte et merci Joline d'avoir abordé cet angle-là, euh, ayant moi-même bénéficié de l'aide de la BGE, de la GOSIF et de la CAE. Je trouve que c'était des piliers surtout dans les premières années de mon activité. Sans tous ces accompagnements, je pense que je serais complètement perdue. Ce qui est bien, c'est que quand on est accompagné, dès qu'on a une question, on va pas nager tout seul dans l'océan pour chercher une réponse. On sait à qui on peut poser ces questions-là. Euh, des fois, même si vous n'avez pas les réponses directes. Vous avez tout un réseau pour nous aiguiller. Vous avez des différentes pistes pour que nous puissions explorer nous-mêmes. Mais c'est déjà beaucoup mieux que de chercher les solutions tout seul sur Internet. J'ai cru comprendre que tu avais accompagné Anne sur vraiment l'aspect créatif, enfin les métiers créatifs, et que c'était un peu la spécialité de la bourse, c'est Oui. ça? Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un blocage chez les créatifs que tu vois qui est, ouais, qui ferait du bien à pas mal de créatifs qui osent pas se lancer, des choses comme ça, tu vois? Vu que ça va être la cible de notre documentaire, leur faire comprendre qu'en fait, ils ont un talent et qu'ils mériteraient d'être valorisés. Voilà, je pensais vraiment à ces gens qui osent pas. À la différence d'autres réseaux, d'accompagnement généralistes, type BGE ou coopérative d'activité d'emploi ou à Dijon, pôle d'économie solidaire et cetera. À la Coursive, nous, on accompagne, donc des porteurs de projets culturels et créatifs. C'est notre spécificité, on a vraiment une expertise là-dedans. Et du coup, c'est vrai que parfois ou souvent, ils assument pas forcément, le fait de se lancer. Heu, Chez un créatif, il y a aussi une part d'intime, enfin, c'est très lié à soi, ce qu'on produit. Et du coup, parfois, c'est un peu difficile de, désolidariser, son «œuvre» entre guillemets et soi-même. Et du coup, on se dit qu'on dessine dans son coin ou voilà et on n'ose pas forcément franchir le pas, de se dire que ça pourrait être un vrai métier et qu'on pourrait en vivre, confortablement et parfois, on en reste à avoir un travail alimentaire et puis à faire ça, à côté. Alors qu'en fait, si on a un talent, enfin, en tout cas, comme un menuisier peut avoir un talent en tant que menuisier, si on a un talent et qu'on a envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, heu, d'abord, il faut le faire parce qu'il faut pas vivre avec des regrets, et que on verra comment ça se passe, mais qu'en tout cas, on peut être accompagné et il y a pas de raison, de pas tenter ça, et en se formant à côté sur justement tous les aspects plutôt liés à la gestion d'entreprise, aux fondamentaux de la gestion d'entreprise. Voilà, on a son cœur de métier qui est le métier créatif et puis on acquiert petit à petit toutes les compétences, complémentaires pour, gérer son entreprise et hem je vais développer davantage, mais moi, je trouve que Anne, toi, tu avais déjà heu, beaucoup de réalité en tête. Enfin, je sais pas comment dire, beaucoup de tu avais la tête sur les épaules, tu étais sérieuse, j'avais l'impression que tu savais où tu allais. Heu, voilà, donc ça combiné à ton talent, fait que, c'est aussi ça qui fait que tu as réussi et que tu en es là où tu en es actuellement. Je vais vous inviter à piocher une prochaine question. Est-ce que l'intelligence artificielle sera un danger pour les futurs des métiers artistiques et culturels? C'est marrant parce que juste avant, on a parlé d'intelligence artificielle parce que cet après-midi, quand on est en train d'enregistrer cette vidéo-là, il y a
une moto qui passait sur la place Grésy, c'est ça? Place Galilée? Oui. Ouais, ouais, place Galilée qui est juste derrière nous. Et on est en train de faire une blague avec Joséphine, comme quoi on va nettoyer la piste de son avec l'intelligence artificielle. Et donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que nous serons remplacés par l'intelligence artificielle dans un futur proche ou un futur lointain? Pas répondre à cette question. Je vous laisse. Bah, moi, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une préoccupation qui est de plus en plus grandissante chez les acteurs culturels et créatifs notamment. Et il se trouve qu'on a organisé la coursive avec tout un tas de structures locales, une première journée justement sur l'IA et à la fois l'aide qu'elle peut apporter dans certains cas et les risques dans d'autres. Et on va continuer de traiter cette question-là qui est super importante. Là, un peu la conclusion de cette journée, c'était un peu focus sur les musiques actuelles, sur l'audiovisuel, entre autres, et donc avec des gens qui sont spécialisés sur les IA dans ces champs particuliers. Et là, quand même, un peu la conclusion de cet état des lieux, c'est qu'il y avait quand même encore du chemin à faire pour que l'IA, elle remplace vraiment, en tout cas, des choses au niveau de la création artistique. Que pour l'instant, création musicale, il y a des choses qui sont un peu intéressantes, mais qui sont vraiment très très loin de remplacer une vraie création musicale, quoi. Mais par contre, en termes d'assistance, comme ce dont on a évoqué, là ça commence à devenir intéressant enfin, ça intervient sur l'aspect faire gagner du temps et se libérer peut-être de tâches un peu chronophages, mais qu'a priori pour l'instant et à court terme, ça va pas plus loin. Après, il faut voir comment ça évolue. Ouais. Oui, en gros, ce qui était dit, c'était que pour l'instant, c'était une IA générative qui se basait sur du contenu et qu'on n'en était pas à une IA totale. Je me souviens pas exactement du terme, mais en gros, Qui est autonome. voilà. Moi, de mon point de vue, qui peut être très naïf, je me suis dit que déjà, si on fait juste un focus sur un métier, moi, en tant qu'illustratrice, je me suis dit que les personnes qui utilisent l'IA, Midjourney ou Dani pour créer sa charte graphique, pour créer une illustration, de toute façon, ces personnes-là, elles vont pas venir me voir, elles vont pas venir payer un illustrateur pour créer quelque chose parce que ce n'est pas leur besoin. Leur besoin s'arrête à ce que Dali, ce que Midjourney, ce que ChatGPT peuvent leur donner. Donc, de toute façon, à la base, ils sont déjà pas mes clients. Ils vont pas devenir clients parce qu'il y a l'IA ou parce qu'il n'y a pas l'IA. Pour l'instant, je trouve que, personnellement, je trouve que mon métier n'est pas impacté ou pas encore impacté. Bien sûr, on verra bien ce qui se passe dans le futur. Bon, passons à la question suivante. Je sais pas combien il en reste. Non, il reste chacun. Il reste encore 2 questions, je sais? 3 questions. Je ne suis pas de ça. Quelle pratique recommandez-vous pour rester concentré sur ses propres objectifs sans se laisser distraire par... Ah oui, un mot que j'arrive pas à dire. Par les réussites des autres. Sacré Coty. Je vais relever. Bah oui. C'est juste pour... Enfin, j'ai été lentement, hein. Mais tu peux relire tout fort, Géraud, je pense que ce sera nécessaire. C'est mon écriture qui était trop difficile. Non, elle est très belle. Vas-y, Aurélie, ouais. Je veux. Quelle pratique recommandez-vous pour rester concentré sur ses propres objectifs sans se laisser distraire par les réussites des autres? Mais c'est vrai qu'on a tendance à se comparer aux autres de façon dans la vie de tous les jours, pas forcément
dans notre métier et pas forcément quand on est entrepreneur. J'ai l'impression que même quand on est salarié, on regarde nos collègues et puis ça peut arriver que on se dit qu'il y a tellement cette tâche-là, cette personne elle fait de façon tellement naturelle et pourquoi je rame autant. Et puis maintenant avec les réseaux sociaux, les influenceurs, on peut aussi dans la vie de tous les jours regarder les photos qui sont sur Instagram et se dire que ah mais pourquoi ma vie est est aussi nulle. Bah, je dirais que moi, il faut se rappeler qu'on a tous des trajectoires de vie, des trajectoires professionnelles différentes. Et du coup, ben, comment dire, ce qui est important, c'est écrit dans la question, c'est avoir des objectifs dimensionnés par rapport aux perspectives qu'on a de développement. Donc des objectifs atteignables, réalisables, et puis essayer de juste suivre où on en est de la réalisation de ces objectifs, quand on les complète, en trouver d'autres, mais pas accorder trop d'attention à comment font les autres, parce qu'on a tous, il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux, ou qui fait plus vite, ou qui aura plus de succès, euh, mais ça c'est la vie, quoi, hein. Oui. Faut rester... ouais, Oui, ne pas se comparer sans arrêt. Ça rejoint un petit peu, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun a sa propre sensibilité, sa propre créativité. Et si on se compare sans arrêt aux autres, enfin, je pense on vit pas, quoi. On vit plus. Donc, dans le travail, à mon avis, enfin, là, je parlais à titre personnel, mais du coup, dans le travail, je pense que c'est la même chose. Et en plus, on voit qu'un côté des choses quand on se compare aux autres. On Oui. voit que la L'autre réussite, tout, vient montrer voilà, c'est ça. aussi. Si on aura sur les réseaux sociaux, il y a la vie sur Instagram et puis il y a la vraie vie. Donc, la vie sur LinkedIn et puis la vraie vie. Je peux me permettre de rajouter juste un petit truc, enfin, pour compléter ce que disait Randy, c'est qu'en fait, il a raison, c'est que la réponse, quelque part, elle est dans la question. C'est de rester concentré sur ses propres objectifs. Merci. Oui, absolument. Et, ce que vous avez dit, ça me fait penser à une phrase que Alexis Michela a dit dans son podcast Tribu Anglais, si je ne me trompe pas. Sur le nom du podcast, on va mettre le logo du podcast par là. Il a dit que quand on se compare aux autres, quand on se compare aux gens qu'on voit sur Internet, on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Voilà, donc ce n'est tout simplement pas comparable parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Apparemment, il reste encore 2 questions dans le bol. Je laisse passer sur l'avant-dernière question. Alors, quelles sont les meilleures méthodes pour surmonter la peur de l'échec dans le lancement d'un projet entrepreneurial lorsque l'on débute dans un nouveau domaine? Donc, ça me fait penser aux reconversions professionnelles en particulier, parce que souvent, ce sont les personnes qui sont déjà dans un métier, qui ont été formées pour un métier et qui décident de prendre un virage et qui peut avoir l'impression de commencer beaucoup plus tard que les autres, de ne pas avoir assez de base et donc qui peut renforcer ce sentiment, cette peur face à l'échec. moi, je pense que dans tous les... T'as quelque chose? Juste, oui, vite fait, en fait, je sais pas une méthode, mais dire que c'est bien quelque part d'avoir peur de l'échec, en fait, parce que si c'est pas peur de l'échec, ça voudrait dire peut-être foncer tête baissée et pas forcément réfléchir correctement, posément. Voilà. Mais c'est pas une méthode, mais c'est... Moi, c'est pas non plus une méthode, mais en revanche, c'est de se dire que même si on est dans un nouveau domaine, il faut s'appuyer sur toute l'expérience qu'on a déjà acquise. On est riche de son expérience et il y a tout un tas de compétences qui sont transférables d'un secteur à l'autre. Donc, en fait, on repart pas de zéro du tout. On ne se lance pas comme si on n'avait jamais rien fait de sa vie. On a déjà fait plein de choses. Et il y a aussi tout ce qu'on apprend sur le terrain. Enfin, je pense que Géraud, dans son nouveau projet, il y a tout un tas de choses qu'elle a apprises depuis le début de sa vie professionnelle et depuis le début de sa vie tout court.
qu'elle va pouvoir mettre à profit. Enfin, je sais pas si ça te fait écho avec des Si, choses si, précises. complètement, et qui me serviront pour le futur. Parce que on ne sait jamais en fait aussi de quoi sera fait le futur. Et du coup, je sais pas, moi, si je monte une pâtisserie, et ben, tout ce que j'ai appris en termes de communication, je me dis que ça pourra forcément me resservir pour communiquer autour de ma pâtisserie. On parlait tout à l'heure de communauté, en fait, de parler de ce qu'on fait et d'intéresser les gens. Et en fait, en effet, c'est des compétences qui sont transférables. Je vais, je vais apprendre de nouvelles choses, mais je vais pas désapprendre ce que je connais déjà. Au contraire, ça va me servir. Ça sera que du plus. Et puis le réseau sur lequel on peut s'appuyer aussi. C'est-à-dire que on a tout un réseau professionnel et amical, etc. Et je pense que Géraud, si elle lance une pâtisserie, euh, voilà, on a tous eu l'occasion déjà de goûter à ses gâteaux et on sera ses premiers clients. Donc voilà, et on pourra la recommander aussi. Et c'est pas des méthodes, mais c'est, je pense, Mais des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. comment tu surmontes ta peur de l'échec, hein? C'est ce que tu as peur de l'échec? Ben, pas trop, parce que pour moi, un échec, enfin, il n'y a pas vraiment d'échec en fait. Euh, Moi, je pense que j'ai déjà raté plein de choses, mais c'est pas pour autant que c'était des échecs. C'était juste des excels infructueux, mais en fait, ça m'a amené ailleurs, pas là où je voulais au moment précis. Mais y a pas, enfin voilà, pour moi, il y a pas d'échec en fait. Si on ne le sait pas, on ne Ouais, sait pas, mais de toute voilà. façon. Et, c'est peut-être un peu bateau, un peu cliché, mais effectivement, les tentatives infructueuses, pour pas forcément parler d'échecs, elles vont servir aussi. On va pouvoir rebondir, on va pouvoir se servir de ce qui n'a pas marché pour construire des stratégies différentes la fois d'après. Enfin, Pour faire différent la prochaine fois. On sait que, en fait, on apprend aussi de nos erreurs, hein. Je me rappelle plus, il y a une expression hyper connue qui dit qu'en fait, oui, quand on n'essaye rien, bah, on sait pas ça. On risque rien. Ceux qui font rien ne risquent rien. C'est pas ça? Les ceux qui ont rien Ouais, pas. qui... Je pense qu'on n'a pas, mais en fait, oui, c'est de l'échec qu'on apprend le mieux, parce qu'en fait, c'est en se trompant que. Je vais pas lire. C'est qu'en se trompant qu'on se forge. Exactement, et qu'on sait que là, bah, la prochaine fois, on ne fera pas comme ça. Puis des échecs, il y en aura forcément, enfin en tout cas pas des échecs, mais des erreurs quand on se lance. En tout cas, ça me semble assez irréaliste de faire un lancement parfait où tout est exactement optimal. Il y aura forcément des choses qu'on aura plus ou moins bien réussi, mais c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est de préparer le lancement, euh, mais ne pas avoir non plus peur, enfin pas chercher à pousser la préparation à un tel niveau qu'on est figé, qu'on a peur de se lancer. Il faut préparer les choses, avoir confiance dans la préparation qu'on a effectuée, et puis lancer, et puis après faire avec les petits couacs, quoi. Mais même dans la vie de salarié, en fait, on fait des erreurs. Et puis, c'est Oui. pas la fin du monde, on fait. Combien de fois on a une main sur 20 à l'école? Voilà. Exactement. Mais en méthode, vraiment, si on parle de méthode, moi, je pensais se former, peut-être pour se rassurer, être sûr de faire les choses bien. Et ça va peut-être faire redite avec ce qu'on a dit déjà plusieurs fois, mais encore une fois, l'accompagnement. Pour surmonter cette peur de l'échec, rien de tel quand même que d'avoir un bon accompagnement, parce que ne serait-ce aussi, c'est un moteur. Enfin, moi, les quelques entretiens que j'ai faits ces derniers temps, rendez-vous d'accompagnement des créateurs, à chaque fois, ils repartent en disant ça rebooste. Voilà, ça rebooste. Ouais. Et même toutes les personnes nous disent que voir des personnes qui sont à peu près au même niveau de développement du projet leur permet de se rassurer sur le fait que c'est pas anormal d'avoir des petits écueils, de mettre plus de temps que s'ils pensaient
mettre pour créer leurs choses. Pour compléter ce que Xéran dit et ce que vient de dire Claire, effectivement, il faut pas rester tout seul, parce que quand on est tout seul, on est face à ses doutes. Et pour compléter ce que Xéran dit, la peur de l'échec, elle peut être paralysante. Mm. C'est-à-dire que si on a vraiment tellement peur de se tromper, on va jamais se lancer. On va attendre que ce soit parfait, alors que la perfection n'existe pas. Et du coup, on va jamais sauter le pas, franchir le pas et se jeter dans le grand bain. Donc voilà. Il n'y a aucun échec qui soit insurmontable, en fait. J'ai l'impression que dans vos réponses, il y a une grosse partie sur l'état d'esprit, sur la façon de voir les choses et un gros volet sur l'accompagnement, sur le fait de ne pas rester seul. Et je pense que c'est ces deux-là qui ont un lien entre eux aussi, parce que c'est en étant avec les autres, c'est en étant dans un réseau qu'on peut forger notre état d'esprit, on peut aussi se confronter à, à une autre façon de voir les choses, d'une autre personne qui rencontre les mêmes problématiques. Et puis on peut s'entraider, et qui fait que on renforce aussi notre état d'esprit et on est plus fort face à l'idée de l'échec. Est-ce que, oui, juste, je pense encore un truc, mais c'est aussi je crois, tout le monde dans un nouveau projet, même si c'est pas l'entrepreneuriat. Moi, ce que je remarque, c'est que ça fait comme ça. C'est-à-dire et peut-être t'es passé par là aussi, qu'il y a des moments où on est sûr que ça va marcher, qu'on va tout défoncer, qu'on va y arriver. Et puis, 2 jours après, on se dit, bah non, je vais jamais y arriver. En fait, c'est pas fait pour moi, je n'y prends pas bien. Voilà. Et puis après, ça revient et ça fait beaucoup comme ça, en fait. Oui. Ben, c'est ce que j'ai, les retours que j'ai des gens que je reçois. Voilà, je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'oscillations. Ouais. J'ai aussi une impression que depuis que je suis entrepreneuse, j'ai l'impression que les joies sont vraiment des gros moments de bonheur, ça monte très haut, et quand ça descend très bas, mais ça remonte très haut, mais très vite. C'est-à-dire que notre courbe d'émotion de dans notre perception et dans les choses qu'on rencontre tous les jours, la courbe, elle fait ça. Ouais, pareil. Et on peut vivre beaucoup de sentiments très forts dans la même journée, alors que avant, dans ma vie d'avant, la vie étudiante, la vie salariée, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais j'ai l'impression que ça s'est amorti un peu sur le temps. Ouais. Oui, ça me. Après, je ne sais pas si c'est aussi lié au fait que quand on est entrepreneur et surtout solopreneur, on a géré beaucoup de choses et donc on prend une grosse masse d'informations comparé à ce qu'on faisait quand on était salarié, quand on fait partie d'une équipe, quand c'est pas nous qui porte toute la santé économique du business, l'image de marque, la coordination avec les partenaires. Nous allons passer sur la dernière question posée par les internautes. Merci. Comment gérer les périodes de manque d'inspiration tout en restant productif et assurer la santé économique de son business? Ok, l'inspiration, c'est très lié au métier artistique quand même. C'est vrai que comme Bénédicte nous en avons parlé ce matin, quand on est créatif, il y a une partie de soi qu'on met dans nos métiers. Donc l'inspiration, c'est quand même un ingrédient assez important pour que nos créations, nos productions prennent vie. Qu'en pensez-vous? Comment on peut surmonter cette période de manque d'inspiration où j'entends souvent parler de art block, le blocage artistique. Oui, mon créatif, moi, quelque chose que j'ai l'impression de beaucoup entendre, enfin, d'entendre de la part de beaucoup de créatifs, c'est l'importance de faire des activités différentes,
Et donc, des fois, il y a des blocages, enfin, en tout cas, pour nourrir leur art, les personnes essayent de vivre des expériences différentes au quotidien et, euh, et, euh, et pas forcément penser au travail ou penser à la création, mais voilà, essayer de s'investir intellectuellement et émotionnellement dans d'autres choses. Et puis ça peut permettre enfin, au cerveau, à l'esprit de se dégager pour la création, ce que souvent j'entends par l'écriture. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la pause est vraiment primordiale et Oui, nécessaire ouais. pour nourrir son inspiration. Et après, professionnellement, il y a forcément, en tant qu'entrepreneur, il y a forcément des choses qui ne sont pas liées à l'artistique, qui doivent être faites. Donc du coup, si à un moment donné, on sent qu'on n'est pas dans un temps créatif, il y a certainement, enfin, notre énergie, on peut certainement la mettre dans des choses moins créatives comme l'administration. Terre à terre. Faire un métier créatif, c'est pas le cliché de l'artiste, à la recherche de l'inspiration. C'est comme pour toutes les entreprises entrepreneuriales, d'être, à la fois la locomotive et les wagons, d'être multicasquette et donc de penser à son cœur de métier, mais de penser aussi à toutes les missions qu'on doit, faire en plus de l'aspect créatif, c'est-à-dire toutes les missions de communication, prospection, comptabilité, administration, voilà, tout ça. Oui, moi, je suis pas particulièrement créative, mais du coup, ouais, je me dis peut-être aller voir ce qui se fait pour s'inspirer, pas copier, mais vraiment se donner de nouvelles idées, un peu un nouveau souffle de temps en temps. Et ça va pas remettre en cause sa propre fibre, mais ça peut donner une idée, un petit déclic, quelque chose qui va redonner oui, de la motivation. Je serais curieux. Oui. Mon intervention me sert. Pardon. Mais si, mais c'est en plus, toi, tu le sais parce que tu es sans arrêt en train d'être obligé de créer du contenu, donc ça doit t'arriver d'être en panne, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Un manque d'inspiration et du coup, je réfléchis à comment je fais, mais en fait, Des fois, on échange aussi. j'arrête Mmh. de faire. Je Oui, je fais une pause. On en parlait pour une question précédente. Oui, je pense que je vais voir ce que font les gens et en fait, il faut aussi se laisser du temps, s'écouter parce que les idées, elles reviennent assez naturellement en fait. Peut-être quand on y pense moins, même. Quand on est moins Complètement. fixé. Parce que Mmh. Quand on lâche un peu prise. parce que sinon on peut aussi s'auto-stresser à se dire Oui, on il se faut bloque, absolument que me sorte quelque chose alors Oui, qu'en oui. fait Et puis on se met la pression. on se met la pression et c'est juste tout ce qu'il faut pas faire quoi. Je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'il faut passer à autre chose, faire une pause, qu'il y a bien d'autres choses à faire quand on est, à son compte et que ça revient. Mais, c'est dans les métiers créatifs, on a vraiment besoin d'inspiration, mais moi, je le vois même quand je dois écrire un dossier, par exemple, c'est assez comparable finalement. Il y a des fois, où Géraud, quand tu fais de la création de contenu, des fois ça bloque, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans, on n'y arrive pas, il faut pas s'acharner. Ça va être contre-productif pour le coup, passer à autre chose, s'aérer, échanger aussi, ça peut être d'en discuter, autour de soi et puis, bah, c'est nul doute que ça va revenir. Je pense aussi qu'il est important, surtout quand la passion devient son métier, il est important de se connaître. C'est-à-dire que on peut perdre l'inspiration, mais il y a aussi les moments où on a des pics d'inspiration et il est important de voir qu'est-ce qui a mené à ça. Et par exemple, juste documenter, écrire quelque part ce qu'on a fait avant pour pouvoir redémarrer le même mécanisme. Comme tout à l'heure, Claire, tu nous as dit que, il y a certains entrepreneurs qui viennent, vous voir, qui viennent, un atelier ou bien à une rencontre d'entrepreneurs et qui sort avec, qui revient avec, un pic d'énergie et là,
imaginons que la prochaine fois qu'il a une veste de motivation, il peut très bien réactiver ce mécanisme en venant voir son accompagnateur, son accompagnatrice ou en proposant à d'autres entrepreneurs de se voir, de parler ensemble des problématiques ou juste de boire un verre tranquillement. Ouais. Euh, on a fini avec les questions des internautes. Là, je vais vous proposer une question bonus qu'on a posée à Bénédicte ce matin. Donc, je suis dispensée pour cette règle. Mais tu peux aider des coéquipiers. Donc, ce matin, avant de terminer l'interview de Bénédicte, on lui a posé la question de résumer l'entrepreneuriat en un mot. Donc, je vais vous proposer de répéter la phrase « Je résumerai en un mot l'aventure entrepreneuriale comme ». Et je vous laisse compléter avec le mot que vous voulez ou même avec la phrase que vous voulez. Moi, je résumerais l'entrepreneuriat comme une aventure. Moi, je dirais que l'aventure entrepreneuriale n'est pas solitaire. Et c'est vrai qu'on a le cliché du start-upper ou bien du solopreneur qui se lance, le self-made man ou woman, et la personne qui arrive au sommet tout seul avec que ses moyens propres à lui, avec ses talents. C'est vrai que, comme tu dis, il y a tout un réseau, il y a tous les accompagnements. On a tout intérêt à être en lien avec d'autres personnes. On n'est pas obligé de rester tout seul dans son coin. Je sais pas trop et je dirais comme une envie de liberté qui fait super peur. C'est vrai qu'il y a cette contradiction qui est très réaliste et qui fait battre le cœur. Donc je pense que ça vaut le coup de tenter au moins une fois. Ça motive. Ouais. Allez. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir joué le jeu, d'être là avec nous pour cet épisode bonus de Behind the Free. Joséphine, est-ce que tu veux compléter Mais j'ai bien envie de terminer avec la bonne vieille phrase de Nico, qui n'est plus là du coup, mais il aime bien terminer les interviews en demandant aux personnes de faire leur plus beau sourire, de regarder la caméra et de faire un clap avec la main. Tous ensemble? Tous ensemble. Tous en même temps. Eh ben allez, c'est parti. 3. Parfait, merci beaucoup. Et moi, pour mon rituel, pour la fin de mes vidéos, c'est que on va regarder la caméra, encore une fois, un beau sourire, et on va dire « Keep creating ». Continuons à créer en anglais. Voilà. Donc, nous, on va compter à 3. 1, 2, 3. Keep creating.